Informations. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Samba Sy, c'est le ministre du Travail et du Dialogue social, des relations avec les institutions. J'espère que j'ai été complet, Monsieur le ministre. Parfait. C'est bien ainsi que s'appelle le département dont j'ai la charge. Alors dites-moi, principalement le ministre du Travail, vous devez avoir beaucoup de revendications sur votre table. On note une certaine effervescence, je ne vais pas dire ébullition, mais une effervescence quand même sur le front social. Quelles sont les revendications que vous avez sur votre table actuellement là? Si on devait, en un mot, envelopper le monde de revendications auxquelles nous faisons face de manière globale, je parle du gouvernement, il y a des revendications qui sont globalement liées à l'amélioration des conditions salariales. Il y a là évidemment une sorte de paradoxe, mais un paradoxe tout à fait intelligible. Vous savez que des efforts importants ont été faits en direction d'un large segment du tissu social de notre pays. Ces efforts ont été faits en tenant compte de la profondeur de la crise et, disons, des difficultés de la vie. Profondeur de la crise liée à 2 années de Covid, difficultés liées également à cette crise tentaculaire qui a germé entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela s'est vengé sur l'économie monde et le Sénégal, évidemment, en a pris également un coup. Dans ce contexte-là, de renchérissement, disons, du coût de la vie, le président de la République a décidé de faire un gros effort en direction du monde du travail, notamment de ce segment-là du secteur public. Oui, l'administration, les salaires de l'administration, oui, certains corps, oui, mais les autres, effectivement. Oui, et c'est cela. Et ça les fonde à demander une revalorisation d'ailleurs. Quand vous dites les autres, partons d'abord des autres, entendus au sens large de ceux-là qui n'émargent pas au niveau de la fonction publique. Parlons même de ceux-là qui n'émargent pas du tout, en ce sens qu'ils ne sont pas des acteurs du champ du formel. C'est l'immense majorité des Sénégalais qui ne sont pas salariés. En direction de cela, ce qui a été fait, c'est de se battre pour contenir les prix des denrées. Ce qui a été fait, c'est le lâchage et la renonciation à des taxes, aussi bien des taxes douanières que des taxes fiscales, pour essayer de contenir les prix. Ce qui a été fait, c'est un investissement beaucoup plus significatif pour essayer de faire de sorte que l'électricité ne coûte pas plus cher, pour que cette cherté de l'électricité n'énerve pas tout le tissu économique en relevant tous les coûts. Oui, mais il faut reconnaître qu'il y a hausse dans certains secteurs, dans plusieurs secteurs même, on va dire, pour ce qui est des denrées, mais aussi l'électricité dont vous parlez, une certaine hausse a été notée. Vous dites une certaine hausse, j'apprécie bien en fait cette relativisation, puisque si les efforts que j'ai essayé de relater très rapidement n'avaient pas été consentis, et c'est des efforts qui coûtent cher, puisqu'il a fallu revoir de manière fondamentale notre budget, le budget de notre pays. Si, par une loi de finances rectificative, tout cela n'avait pas été revu à coût de milliards, vous imaginez bien l'impact que nous aurions aujourd'hui subi. Il a fallu le faire pour tous les Sénégalais. Maintenant, indépendamment de ça, il y a un effort significatif qui a été fait en direction du monde du travail, segment administration, agents publics. Mais le paradoxe maintenant, Blaise, c'est que au fur et à mesure que vous avancez, que des réalisations sont faites, le seuil d'exigence devient plus grand. Et ceux qui ont l'impression de n'avoir pas été concernés sont en droit de dire, et nous attendons notre part, prenez-nous en compte. C'est à cela que nous faisons face aujourd'hui. À quand le SMIC à 100 000 francs? À quand le SMIC à 100 000 francs? 100 000, ce n'est même pas trop demandé. Je pense qu'il faudrait d'abord relever que le SMIC sous Macky Sall a beaucoup augmenté. Nous ne sommes pas loin aujourd'hui de 60 000 francs. Ce n'est pas rien. Nous sommes partis d'un SMIC, vous le savez bien, qui était un peu au-dessus de 30 000 francs. À la limite, il y a eu une sorte de doublement de ce SMIC-là. Vous dites maintenant, quand le SMIC à 100 000 francs, c'est évidemment, disons, comme aboutissement de nos efforts en tant que nation, en tant que pays. C'est notre engagement collectif, notre sens, n'est-ce pas, du dévouement qui va nous permettre d'avoir des réalisations qui nous permettront d'améliorer les conditions de tout le monde. Alors, on va aborder le chapitre politique puisque le temps nous est compté. L'hommage à Amath Dansokho, c'était hier, donc 3e anniversaire de son décès. Si vous devez faire un bilan de son héritage? Amath a contribué avec d'autres patriotes dont nous-mêmes, quand nous l'avons retrouvé dans le champ de la lutte,
à faire de sorte que notre pays puisse avancer. Et beaucoup de choses dont aujourd'hui nous profitons sont le produit de son investissement, de son engagement. Amath, c'était cette personne extraordinaire qui avait l'intelligence finalement des situations et qui avait la capacité de fédérer des forces. Je suis convaincu que si Amath était là, il nous aurait montré comment et combien, en ce moment si précis de notre trajectoire historique, nous avons besoin de faire corps en tant que pays, en tant que nation, pour traverser les turbulences auxquelles nous faisons face. Amath, c'était cet homme-là pétri de qualité, qui avait un grand cœur, qui connaissait ce qu'était l'adversité, qui ne connaissait pas ce qu'était l'animosité. Et le parti qu'il a laissé, le PIT, parti de l'indépendance et du travail, c'est un parti en déclin, on peut dire, si vous voulez, qui souffre de l'absence de son leader charismatique. Personne parmi nous n'est éternel. Qu'Amath ait des qualités intrinsèques qui le différencient et qui en font un être qui a son idiosyncrasie, excusez ce mot-là, cela s'entend parfaitement. Mais que le parti soit en déclin, non. Nous jouons notre partition, nous sommes présents. Nous ne le sommes pas sous le mode de beaucoup d'autres, sous le mode du paraître, de la turbulence et du bruit. Nous réfléchissons, nous sommes l'une des rares organisations politiques qui tenons régulièrement nos comités centraux, nos bureaux politiques. Et je voudrais vous annoncer que nous voulons aller en congrès dans les tout prochains mois. Et si notre agenda est respecté, ça va être au mois de décembre. Parce que nous pensons que les partis appartiennent aux militants et que quand la séquence régulière du mandat arrive à expiration, il est bon que les concernés se retrouvent pour choisir parmi eux leurs dirigeants et leur direction. On reviendra sur le congrès par rapport à votre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, mais je reste toujours avec cette question concernant le parti, l'état du parti. On voit que vous n'avez qu'un député au sortir du scrutin législatif. Est-ce pour vous un échec qu'un parti comme le PIT puisse compter qu'un seul député à l'Assemblée nationale, même si c'est dans le cadre d'une coalition? Vous faites bien de terminer par là. Nous considérons en tant que parti de l'indépendance et du travail que tous les élus de Benno Bokk Yakaar sont nos députés, puisque nous avons fait ce qu'il fallait pour essayer de les faire élire. La camarade qui y est nous représente. Et si nous voulons simplement essayer de compter le nombre d'élus que nous avons, je voudrais vous dire que nous n'en avions qu'un seul, également dans le cadre de la 13e législature. Donc si c'est cela le déclin, non, il n'est pas un déclin. Et nous n'aurions pas été à l'Assemblée nationale, que nous n'aurions pas considéré que, puisque nous avons fait ce qu'il fallait pour, que ça doit traduire un déclin. L'Assemblée nationale, le gouvernement, toutes les institutions sont pour nous des espaces de lutte. Il s'agit d'y être pour servir le pays. Et ce pays-là, on le sert également quand on n'est pas député ou ministre. Alors, votre compagnon, vous parlez de congrès. À l'issue du congrès, bon, on ne peut pas présager des résultats. Vous allez continuer votre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar quand on vous a vu aussi engagé aux côtés de Mimi Touré lors de la campagne pour ces législatives. Je voudrais saluer notre tête de liste dont je me remémore avec beaucoup de fierté ce que nous avons pu faire ensemble dans des conditions qui n'ont pas toujours été très faciles. Vous dites qu'allons-nous faire à l'issue du congrès? Le congrès va décider de ce qu'il va falloir faire. Par contre, si nous devions ausculter la sphère politique nationale aujourd'hui, faire l'état des lieux, mesurer les périls et les risques, je pense qu'il va de soi que nous avons intérêt, nous, Sénégalais, nous, PIT, à fédérer le maximum de forces autour de valeurs. Valeurs de justice sociale, valeurs de liberté, valeurs de progrès, valeurs de paix. Nous avons intérêt à fédérer autour de ces valeurs-là le maximum de Sénégalais, et je crois que cette veine-là est une veine en tout cas qui parle à beaucoup de gens au-delà du PIT. Maintenant, qu'est-ce que le PIT va décider de faire à son congrès? Le PIT le dira. C'est vous qui parlez de fédérer. On attend du Premier ministre justement qu'il soit fédérateur. Vous voyez qui comme prochain Premier ministre de Macky Sall? Je ne suis pas, comment dire, alchimiste. Et je ne sais pas lire dans le marque de café. Je ne sais pas qui sera Premier ministre. Je crois qu'il est de la responsabilité du président de la République de décider, parmi les Sénégalais que nous sommes, qui est-ce qu'il va choisir. Mais vous voyez quel type de Premier ministre et quel type de gouvernement? Un gouvernement politique, un gouvernement de technocrates, ou comme on dit maintenant, polytechnocrate? Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui, regardez, quand au fond, on pose problème. On fait comme si, en réalité, il fallait être ceci ou cela.
Autrement dit, on a une approche absolument duelle et mécaniciste. Vous êtes un technocrate ou alors vous êtes un politique. Autrement dit, si vous êtes politique, vous n'avez aucune technicité. Ou alors, si vous avez de la technicité, vous ne devez pas être politique. Pourquoi ne peut-on pas penser que M. Abdoulaye Der, journaliste de son État, a des valeurs, des convictions politiques, un ancrage idéologique, mais qu'en tant que journaliste, il fait son travail correctement, sans parti pris, sans d'autres intérêts, etc. Pourquoi ne pas le penser? Ne peut-on pas être à la fois un journaliste avec ses convictions, en dehors évidemment de son travail, et en même temps être un très bon journaliste? Difficile d'allier les deux pour le journaliste en tout cas, même si certains confrères l'ont très bien réussi. Alors, pour rester toujours dans la sphère politique, actuellement, on a vu que la pré-campagne a été très dure, hein, et que souvent dans l'espace public maintenant, je ne dis même plus politique, qu'il y a des propos également assez irrévérencieux qui reviennent et qu'on est en train de désacraliser les institutions, aussi bien au plan religieux qu'au plan politique. Comment est-ce que vous lisez tout cela? Ce qu'on appelle institution, si vous me le permettez, je vais le dire sous le mode des poutres, qui sont des poutres maîtresses, qui tiennent ce chapiteau-là qu'est la République. Une République qui couvre tous ses enfants. Scier ces poutres, les désacraliser, les vulnérabiliser, les débiliter, fait que la République va s'affaisser. Le résultat ne peut être que nuisible pour nous tous, il ne peut être que malheureux. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il n'y ait pas des institutions. Il ne faut surtout pas confondre les institutions avec les hommes qui les animent. Les hommes sont contingents, ils ne sont que de passage. Les institutions ont un peu plus de durabilité et en tant que pays, on en a besoin. Nous ne sommes pas sortis du néant et nous ne sommes pas seuls au monde. Regardons l'histoire de l'humanité et voyons ce qu'il en est arrivé de tous les pays où on a défait les institutions. Quand il n'y en a plus, il ne resterait plus en ce moment-là que le fait de régler les comptes, évidemment, chacun à sa manière, en s'en prenant les uns aux autres. Ce pays de barbarie-là, nous ne le voulons pas pour le nôtre. Cette situation de barbarie, nous ne la voulons pas pour notre pays. Voilà pourquoi les institutions doivent être préservées. Alors, retour au front social, ou sur le front social si vous préférez, avec un problème précis. Ila Touba, l'autoroute, il y a à peu près 450 jeunes qui menacent d'aller en grève. Une grève en vue et en perspective du Magal également. Cela risque d'être problématique. Pour eux, on leur a fait signer de mauvais contrats. Vous avez ce dossier sur votre table? Ce dossier, comme d'autres dossiers, sont à regarder de manière fine. Et l'avantage de notre pays, c'est que nous sommes un pays de droit. Je pense qu'en direction du Magal, le projet de chaque Sénégalais doit être d'y aller tranquillement, d'y aller sereinement, d'y aller dans le calme, d'y aller dans la quiétude. Maintenant, puisque nous sommes un pays de droit, quand on sent que son droit est lésé et qu'on a des points de revendication, il y a des mécanismes que tous les travailleurs connaissent. Il est heureux que les jeunes dont vous parlez aient dit qu'ils ont déposé un préavis. Un préavis, c'est de dire, je ne suis pas content, voilà en tout cas ce qui me mécontente, essayons ensemble de trouver des solutions. Je suis sûr que pour ce problème, comme pour d'autres, des solutions vont être trouvées et le Magal va, Inch'Allah, se passer dans la quiétude la plus totale sous ce rapport-là. Merci beaucoup, Cheikh Sambassi. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci.